Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller, où ce soir nous avons le bonheur de recevoir Catherine Sauva. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Et Hugues Simard. Bonsoir Hugues. Bonsoir Nathalie Alors ce soir on va parler littérature parce et que Catherine. Catherine Sauva a sorti un livre le 1er septembre chez Fayard qui s'appelle Depuis que je vous ai lu, je vous admire, avec un sous-titre Visite d'écrivains à leur maître. Avant de vous laisser tous les deux discuter littérature, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Catherine par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de les poser à la fin. Est-ce que Hugues, vous pouvez montrer le visuel? Moi je vais le montrer Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr, il est là. Aussi le montrer, voilà, c'est important quand même qu'on voit ce Oui, tout à livre, fait. voilà. Aux éditions Vous Fayard, donc. voyez qu'il est là. Ce livre Voilà, bleu. depuis que je vous ai, je vous Voilà. admire. Parfait. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Nathalie, à tout à l'heure. Bonsoir Catherine. Bonsoir, Frédéric. Et donc bonsoir à tous les internautes, à tous les fidèles d'un endroit où aller. Alors, donc nous vous recevons ce soir, chère Catherine, donc, comme le disait Nathalie, à l'occasion de la parution de votre dernier titre, donc depuis que je vous ai lu, je vous admire. Mais donc, avant d'en venir un peu plus particulièrement donc, à ce titre, donc, qui va faire l'objet de la soirée, je vais vous présenter en quelques mots, sans être trop long. Alors, vous êtes donc auteur, journaliste. Donc, en tant qu'auteur, vous vous êtes adonné plus particulièrement à l'exercice biographique, Oui, tout en à fait. particulier, et encore plus particulièrement au domaine germanique. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait étranger à vos origines autrichiennes, Voilà, c'est ça, comme on exactement. imagine. Voilà. Donc, à votre actif, donc dans votre bibliographie, on trouve des biographies de Stefan Zweig, de Rilke, ou encore du un peu moins connu, mais non moins génial, Robert Walser. Ah oui. Voilà. Donc, voilà. Et alors, donc, la biographie, c'est peut-être déjà une forme d'exercice d'admiration, même si c'est pas que un exercice d'admiration, mais on imagine que pour choisir ces gens-là, vous étiez déjà admiratif de leur travail. Oui, de manière générale, toujours. Je crois quand on a envie de passer du temps et un petit peu, surtout beaucoup de réflexion sur l'œuvre d'un auteur, il vaut mieux l'aimer, ou au moins il vaut mieux s'y sentir à l'aise, il vaut mieux se sentir appelé. Mais j'ai eu une expérience un petit peu différente avec un livre que j'ai fait, qui était pourtant un choix, qui était une biographie sur Alma Mahler, Ah oui. la veuve du compositeur. Et au fur et à mesure du travail, il s'est avéré que j'ai trouvé cette femme assez imbuvable, très, très difficile malgré, enfin, c'est une grande amoureuse qui a eu une vie tout à fait trépidante avec beaucoup de choses assez formidables. Mais bon, enfin, là, on ne va pas en parler maintenant, mais Non, non, non. j'étais assez décontenancée de me dire, je n'aime pas cette Oui. femme en fait. Voilà, Voilà, voilà. donc ça C'était arrive, trop ça tard arrive. pour revenir en Voilà. arrière. Et c'était un peu tard pour revenir en arrière. Voilà. Et donc, on essaye d'être le plus, voilà, c'est toujours un peu, on essaye d'être le plus honnête possible en donnant une réalité, même si elle est toujours disparate de toute façon, mais on essaie de donner un petit peu des biscuits différents, quoi, voilà. Très bien. Alors justement, ce qui caractérise donc votre dernier livre, là je remonte la couverture pour nos internautes, c'est que là justement vous ne vous cantonnez plus. Alors j'ai oublié de dire aussi qu'il était en lice pour le Renaudot Essai, voilà, de cette année. Donc voilà, bonne nouvelle et bon courage Catherine. Donc voilà, les jurys ont déjà distingué là, les jurys d'automne, donc on verra ce que ça donne. Et alors, ce qui caractérise ce livre, justement, c'est que là, vous ne vous cantonnez plus au domaine germanophone, mais que vous élargissez assez considérablement le propos, puisque vous allez balayer l'ensemble des littératures, enfin, tout au moins européennes, même si vous allez aussi un peu du côté de l'Amérique, de la Russie, et que ce panorama, il va se faire à l'aune donc de ce moment très particulier dans la vie d'un écrivain, d'un jeune écrivain la plupart du temps, quoiqu'on verra aussi que ça peut être un peu plus avancé dans l'âge, parfois, mais en tout cas ce moment qui consiste à finalement vouloir entrer en contact avec son maître, une figure tutélaire, une idole, le mot est pas trop fort, puisque on va voir aussi qu'il y a une dimension un peu religieuse, voilà, Absolument. dans tous ces aspects.
Et alors, la première question peut-être un peu générale, avant d'approfondir, de préciser, c'est alors déjà, est-ce que d'une part, cet exercice donc, qui consiste à revenir comme ça sur ces moments de tentative, de rencontre entre un disciple et son maître, pour faire rapide, est-ce qu'il a déjà des précédents dans la littérature, à votre connaissance Alors, en tant qu'essai, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'articles universitaires Oui, qui oui, existent, qui sont très voilà. précis, mais en général centrés sur une époque. Mais de toute façon, après, c'est aussi assez compliqué parce qu'on ne peut pas remonter si loin, étant donné que le statut d'auteur n'est pas si vieux non plus, hein. Donc, en fait, celui qui a déchaîné le premier les foules et celui par lequel j'ouvre mon livre est Voltaire, qui, à un moment donné, était la personne que tout le monde, enfin, on pourrait presque croire à l'époque d'aujourd'hui, tellement les gens avaient besoin de passer le voir chez lui, de l'apercevoir, de rester devant sa maison et d'attendre peut-être le moment où il allait sortir de chez lui et le voir. Et là, ce n'était pas que des écrivains, là, c'était vraiment une espèce d'admiration folle. Donc, oui, oui, il y a eu. Enfin, en tous les cas, rien qui ressemble vraiment à ce que j'ai fait, mais toujours, comme toujours, des recherches universitaires assez intéressantes sur plus un aspect qu'un autre, etc. Enfin, sur la figure de l'auteur, par exemple. Voilà. Oui, oui. Oui, parce qu'il faut déjà dire qu'effectivement, ce qui fait vraiment un des grands intérêts du livre, c'est qu'il y a à la fois la dimension érudite, et on devine un travail de recherche assez conséquent, et à la fois la dimension très plaisante, narrative, très fluide, à la fois dense voilà, et nouvelle aussi. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses, et pas que du point de vue de l'anecdote. Derrière l'anecdote, il y a aussi des dimensions plus profondes que vous ouvrez. Mais avant d'en venir justement à des exemples plus concrets, par exemple là pour Voltaire, on commencera par ça, c'est une rencontre avec Casanova. Mhm. Mais avant, juste pour finir d'introduire un peu plus largement, qu'est-ce qui vous a donné envie, alors vous a donné le déclic d'aller voir par là? Alors moi, le déclic, je l'ai eu quand j'ai travaillé sur la biographie que j'ai faite sur Rilke, qui figure dans l'ouvrage, parce que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas imaginé aller se rendre en Russie, où il est allé par 2 fois avec Lou Andreas Salomé, sans pouvoir apercevoir et rencontrer Tolstoï, qui était évidemment le grand Tolstoï de l'époque. Et le voyage pour lui en Russie n'aurait pas été satisfaisant s'il n'avait pas rencontré. Or, il y a tout un tas de péripéties qu'on pourra peut-être raconter ou pas, enfin, qui ont fait que il a été pas formidablement reçu, il a été, voire ignoré et c'était amusant de voir ce qu'il en avait fait parce que c'est toujours revenu dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a toujours beaucoup parlé avec ses amis ou les gens qu'il a rencontrés de ces fameux voyages, de ces fameuses rencontres, bah, qu'il a un peu varié, édulcoré, enfin rendu intéressant, etc. Mais c'est resté, voilà, c'est ça, et c'est resté quelque chose d'important pour lui. Et quand j'ai vu ça, je me dis tiens, ça c'est amusant, et j'ai commencé à chercher pour voir s'il y en avait d'autres. Et ben voilà, quand on on tire sur un fil, en général, il y a des choses, il y en a plein qui viennent, Oui, 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 et oui. voilà comment Très ça a bien, très bien. commencé. Oui, oui, parce que c'est vrai que justement, vous employez la métaphore du fil, mais on la retrouve, on peut l'appliquer finalement à votre travail aussi, puisqu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, justement, c'est la manière dont, par exemple, l'admirateur d'hier, celui qui a voulu convoquer la rencontre, par exemple, Hugo, qui va vouloir rencontrer Chateaubriand, lui-même, quelques années plus tard, une fois qu'il aura eu la carrière qu'on sait, il va être dans la position finalement de l'admirer. Et donc vous rebondissez comme ça, vous traversez l'époque, et il y a comme une espèce de généalogie comme ça qui s'installe et qui montre en tout cas depuis la naissance effectivement moderne entre guillemets du statut d'écrivain, qu'il va y avoir une continuité dans ce qui peut apparaître finalement comme une sorte de rituel. Oui, oui, absolument. Et derrière ce rituel, il y a toujours les mêmes questions qui se posent de façon plus ou moins différente selon les auteurs, mais qui sont, d'abord, il y a l'éblouissement quand même en général, Oui, parce qu'on est admiratif positif, oui, d'un bien sûr. auteur, de sa carrière, de certains de ses livres. Parfois, ça peut être vraiment un poème qui a parlé et qui a tout changé pour la personne. Et puis après, il y a l'espoir peut-être d'être reconnu C'est par la ça. personne qu'on cherche à voir. Alors, adouber, ce serait encore mieux, Oui, voire des calculs un petit peu plus mesquins, voilà, c'est ça. qui jonchent absolument ce type de parcours. Mais ce à quoi vous faites allusion là ces auteurs qui sont le visiteur devient visité, Voilà, des etc. Voilà, rebonds comme ça. des rebonds, voilà, il y en a quelques-uns, pas pour tout, parce que Non. ça aurait été merveilleux. C'était même une idée que j'avais aussi de départ. J'aurais voulu faire une sorte de cercle comme
comme ça, magique, Oui, ça oui. aurait été formidable. Mais bon, là, il se trouve que, bon, bah, à un moment donné, ça s'arrête. Voilà, voilà. Ça s'arrête de Une toute façon. ronde ophulienne. Voilà, exactement. Et oui, oui, alors justement pour cette question donc un peu voilà de départ du mobile de l'écrivain que vous venez d'évoquer. Donc si on revient donc à ce premier temps que vous décrivez là, qui est celui donc de la visite de Casanova auprès de Voltaire. Donc, dans cet univers que vous décrivez de salon, c'est vraiment par là que la réputation se propage à ce moment-là. On devine un peu, effectivement, alors peut-être que c'est un préjugé par rapport à Casanova, mais et vous le soulignez un peu malicieusement aussi, on sent chez lui justement qu'il y a peut-être un peu plus, il y a de l'admiration évidemment, mais il y a effectivement la volonté peut-être voilà, d'un pied à l'étrier, Finalement, c'est plutôt lui c'est son propre bénéfice qu'il cherche plutôt que d'aller se livrer à un véritable exercice d'admiration. Ah oui, oui, là, vraiment très, très précisément avec Casanova, il y a la volonté de se mesurer, c'est-à-dire de jouer, de se mesurer au bel esprit, puisque Voltaire était connu pour ses différents livres et sa manière, son esprit très caustique, vif, etc. Et Casanova en est à un point de sa carrière. Il n'a pas encore écrit, hein, puisqu'on sait qu'il écrit quand il est Il sort de prison, je crois, non, d'ailleurs? il sort exactement de prison et il veut se faire voir, mais non seulement il veut se faire voir, mais il veut se faire reconnaître. Et donc là, il y a des assauts où chacun va réciter des poèmes en italien. Et c'est là où on apprend que Voltaire maîtrisait l'italien, ce qui n'est pas rien. Et c'est assez extraordinaire parce que, bon, bah, évidemment, on a la description de Casanova sur la manière dont ça s'est passé. On n'a pas vraiment celle de Voltaire, ou à peine une petite indication. Et donc, à un moment donné, il faut aussi bien croire la parole de l'un, avec probablement toutes les choses qu'il a voulu améliorer pour laisser sa trace, c'est pour dire regardez comme j'étais merveilleux. Mais si ça se trouve, ce qu'il en a raconté n'était pas tout à fait, il était peut-être moins brillant qu'il l'a imaginé, en tous les cas, était ressenti de manière moins brillante par Voltaire. Donc voilà, c'est ce premier jeu-là, en tous les cas, qui est de se mesurer au maître. C'est téméraire. Il faut se dire qu'on ne peut pas non plus aller voir n'importe qui qui a connu pour un esprit, en tout cas particulièrement vif, et de se dire, de le provoquer sur son intelligence. C'était quand même très, très, très audacieux de la part de Casanova. Oui, Ouais. on reconnaît bien là, cher Casanova. Voilà. Et même par ses déformations, il nourrit sa propre légende. Et alors justement, ça, on pourrait le mettre en regard déjà en franchissant quelques années en avant. Si on compare justement, alors ça nous donne à voir finalement un peu du fond des auteurs, un peu du fond de leur âme, de leur être finalement, de leur sincérité. Et si on compare ça par exemple avec il y a différentes qualités d'admiration. Et quand vous parlez, par exemple, c'est un moment assez émouvant du livre d'Oscar Wilde, qui donc rend visite à ce que d'ailleurs moi je ne savais pas du tout, je ne sais pas si c'est si connu que ça finalement, sa grande admiration, une de ses grandes admirations américaines en tout cas, en la personne de Walt Whitman, qu'il va rencontrer. Là, il se comporte vraiment avec une humilité, d'ailleurs qu'on n'était pas forcément en droit de soupçonner toujours chez lui. d'après ce qu'on sait d'Oscar Wilde. Ah oui, 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 et d'autant qu'il l'a rencontré quand il a fait une tournée aux États-Unis où il se présente, enfin, c'est quelqu'un qui s'habillait de manière voyante, qui avait aussi, lui, un esprit très, 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 très vif et avec beaucoup, beaucoup d'humour, et qui paradait, pour le moins. Et effectivement, devant ce poète qui vit dans le dénuement, qui est déjà un vieil homme fragile, il devient comme un petit garçon, il n'est pas du tout dans la provocation, il est juste dans l'admiration et dans simplement le fait de se dire qu'il touche là du doigt quelque chose de magique, en fait, quelque chose qui pourrait représenter l'essence de la poésie, pour lui qui à ce moment-là n'a publié qu'un seul recueil de poèmes. Donc oui, il y a parfois de l'émotion, il y a pas toujours du calcul, heureusement. D'ailleurs, une émotion qui peut être positive ou négative, parce qu'il y a une personne effectivement à qui il semblerait qu'on ait beaucoup écrit et qu'on ait beaucoup cherché à rencontrer parmi les poètes français du 19e, c'est Verlaine. Oui. Ce dont votre livre rend témoignage justement, puisque, alors soit par le moyen d'une lettre, ce qui peut être
souvent la manière la plus, disons, diplomatique, voilà, de s'introduire. Ou alors, avec Verlaine, justement, c'est un aspect aussi intéressant de sa personne, c'est qu'on essaye plutôt d'arpenter les quartiers qu'il fréquente, sachant qu'il erre lui-même dans les cafés, dans les estaminets parisiens. Et donc, alors, Verlaine, lui, effectivement, ce qui est drôle, justement, il fait partie de ces gens, on voit dans votre livre, qui a d'abord écrit lui-même à Hugo. D'ailleurs, on va voir, peut-être ça, vous pouvez en parler peut-être plus précisément, parce qu'il y a une sorte de retournement, justement, qui fait que, voilà. Et Verlaine, finalement, cet exercice d'admiration, quand on va le suivre au fil des ans, on va aussi mieux comprendre le rapport que Verlaine lui-même va avoir à l'œuvre d'Hugo. Tout à fait. Mais pour revenir sur la première, enfin, ou la Oui. deuxième partie plutôt, sur le fait qu'effectivement, Verlaine, il était toujours dans le 5e arrondissement, dans différents cafés, on n'était pas rare de le rencontrer. Et surtout, ce qui fascinait les gens, c'est que bon, il était souvent. Il existe des photos de lui d'ailleurs, les toutes premières photos, où on le voit, il a devant son verre d'absinthe, de la fée verte, où on voit que cet homme est, est dans un ailleurs très éthylique. Et oui, ça devait fasciner d'abord les gens, tous les jeunes écrivains de la nouvelle génération, ou même peut-être même les touristes qui pouvaient se dire, ben voilà, on montrait du doigt le poète français qui était connu, etc. Et qui était manifestement pas très soigné, parce que les descriptions reviennent toujours sur ce détail-là. Mais donc il y a des scènes assez poignantes en fait, où il y a des gens qui le voient, qui veulent absolument lui dire à quel point il est un poète merveilleux, et il est tellement saoul qu'il a du mal à comprendre ce qu'on lui dit, ou qu'il ne veut même pas l'entendre, parce que pour lui, il est pas dans cette réalité-là, en tous les cas du moment, etc. Mais lui-même, évidemment, vis-à-vis de Victor Hugo, il y a il a commencé à écrire ses premières poésies quand il avait 14 ans, ce qui est déjà assez extraordinaire. Il a écrit à Hugo, qui répondait toujours très gentiment à tout le monde, mais de manière assez détachée, on va dire, parce que Formel. c'était toujours, voilà, je crois que c'était à peu près toujours le même. Il devait avoir une lettre type Lettre déjà type. avant l'heure. Et mais Verlaine a le courage d'aller le voir quand Hugo séjourne chez son fils à Bruxelles. Et ben, menant mal an, une relation se fait, qui va même être assez personnelle, parce que quand il va connaître toute cette histoire avec Rimbaud, la femme de Verlaine va même s'adresser à Hugo pour voir s'il peut intervenir. Enfin, c'est quand même incroyable de voir comment tous ces liens se tissent. Et à la fin, c'est ce à quoi vous faisiez allusion, ben, alors le temps a passé, et le grand génie tant admiré par Verlaine est décrit, enfin, il finit par dire oui, finalement, cette poésie, c'est pas si formidable, c'est extraordinaire, etc. Enfin, il a besoin de le démolir à une période de sa vie. Mais c'est peut-être l'admiration, c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire on a besoin d'admirer pour grandir, et une fois qu'on pense avoir atteint quelque chose soi-même, on a besoin de casser le modèle, ou casser le De moule. brûler l'idole, ou De brûler l'idole, exactement. de dépasser le maître. Voilà. Et on peut se demander aussi, bon, alors, sans être trop dans la psychologie, mais c'est peut-être aussi une manière, non pas de se venger, mais en tout cas de rendre la monnaie d'une pièce qu'on avait trouvée peut-être un peu trop lapidaire, voilà, sous la forme d'une lettre type. Oui, Enfin, c'est ça, voilà, bah, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a des gens des écrivains qui reçoivent de manière pas formidablement oui. Chateaubriand, aimable. par exemple. Chateaubriand, il est même excentrique en fait, dans sa manière de recevoir, parce qu'à un moment donné, bon, bah, il a juste envie de parler de son poème qu'il lit très volontiers, mais il n'oublie pas à ce moment-là d'appeler son domestique, et de faire, qui amène un tub avec donc de l'eau chaude, et il prend son bain devant le jeune Hugo, qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Je crois qu'il a à peine 17 ans aussi à l'époque, ou quoi que ce soit. Donc, non, mais il y a parfois vraiment mais on peut aussi comprendre pourquoi un écrivain qui est sollicité, et ça à toutes les périodes, a plus ou moins envie de l'être. C'est-à-dire, vous recevez une lettre peut-être même émouvante, peut-être même tout à fait sincère, et est-ce que vous avez envie d'entrouvrir votre porte? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce qu'on reste curieux? Oui, Le curieux jeune, oui, du tout à fait. jeune, est-ce qu'il reste curieux quand il a dépassé Oui, 50 ou 60 ans? Est-ce qu'il a oui, encore envie? Puis il y a toujours, on le voit aussi très bien avec, entre Chateaubriand et Victor Hugo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la vieille génération, elle est oubliée.
Il est oublié par les jeunes qui arrivent et parfois ils le vivent mal. Ils ont pas envie d'admirer les jeunes parce qu'ils savent très bien aussi que ça va Ouais, entraîner leur propre déclin. ça Donc signe. Tout à fait. Oui, oui, mmh, oui, oui, oui. C'est intéressant. Et alors justement, parce que on voit que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, cette rencontre, quand elle se fait en vrai, personnellement, elle aboutit aussi à la dimension physique, en fait, à la confrontation même presque, à la découverte. Et ça symbolise peut-être, ça matérialise peut-être un peu justement cet écart qu'il peut y avoir entre voilà l'émotion vécue à la lecture et puis la réalité brute, même si il y a des passerelles entre les deux. Mais par exemple, ce qui est drôle aussi, c'est de constater justement la différence de réaction par rapport à un physique comme celui de Verlaine, qui était apparemment très très particulier, où on a alors Oscar Wilde qui va carrément, lui, bon, en vertu peut-être de sa philosophie d'esthète, complètement le trouver ennuyeux, mais aussi très laid, et donc oui, le oui, fuir. repoussant, enfin même Voilà, repoussant, voilà, voilà. voilà. Ouais, Il y exactement. a Ouais. l'expérience que vous racontez aussi quand Gide et Pierre-Louis, là, vont retrouver Verlaine à l'hôpital. Oui, oui, oui. Alors là et là, tout d'un coup, le grand poète avec des majuscules, une fois de plus, il est là dans une salle, avec, un bonnet de nuit sur la tête et puis d'autres malades et les salles d'hôpital, on sait très bien à quoi ça ressemble en général. Ça il y a des odeurs, Voilà, difficiles, des rappels, douloureux et tout d'un coup, là, ils comprennent pas, ils ont du mal là, il y a vraiment, oui, voilà, la distance la plus accusée qui soit entre voilà, cette espérance, entre le sublime tout à et fait, finalement je quasiment n'aime pas le enfin sordide. le sordide, voilà exactement Voilà, tout à fait. le sordide. Ou alors il y a aussi la visite de Paul jeune Paul Valéry à Huysmans, qui était travaillait en tant que fonctionnaire dans un ministère à Paris et alors il avait lu À rebours, qui est un roman absolument Oui, oui, magnifique, enfin très chargé en style, en métaphore, avec des images inouïes et il se retrouve devant un homme, assez, oui, banal, voire enfin un petit fonctionnaire, quoi et là, à un oui, moment donné, il y a un problème oui. voilà, Un quelle peu est la risqué. réalité? Voilà, bah, c'est ça, on se dit: «Est-ce que qui est le est-ce que le livre est vrai? Est-ce que la personne est vraie?» enfin, c'est on il a du mal à comprendre comment ça se passe, mais c'est normal parce qu'un livre, c'est Mais aussi le voilà, fantasme du lecteur. C'est c'est aussi ça, ce que le voilà. lecteur en fait toujours, donc Est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas une espèce de forme de malentendu dès l'origine, en fait, dans ah cette bah, volonté de vouloir rencontrer la personne qu'on admire? mais c'est une question qui se pose d'ailleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont dit ne jamais vouloir rencontrer Oui. ceux Mmh. qu'ils ont pu admirer au fil des années? Parce que Mmh. d'abord, qu'est-ce qu'on dit? Alors, depuis que je vous ai lu, je vous admire, d'accord. Qu'est-ce qu'on dit à un écrivain? C'est ce que vous faites est Oui, formidable, oui, c'est oui, extraordinaire, qu'est-ce que c'est bien écrit. Euh, oui. Mmh. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation où j'ai vu un écrivain que j'admirais particulièrement, qui était déjà un vieux monsieur, et Mmh. je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça n'a aucun sens». À moins de rentrer, d'avoir le temps, de s'asseoir et de Mmh. pouvoir Mmh. discuter, peut-être de l'aspect d'une œuvre, mais pour ça, il faut être un tout petit peu préparé, il faut avoir Oui, réfléchi oui, 3 minutes et quand on est pris comme ça sur le vif, on a parfois l'esprit d'escalier, on ne sait oui, pas oui, oui, oui. et la personne en face va recevoir le compliment qui est toujours agréable à prendre, mais enfin bon, celui-là ou un autre, qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Au bout d'un Donc certain temps, oui. ouais, c'est ça, donc Mais bah, voilà. c'est dit, il peut y avoir, enfin, au moins en tout cas dans les premières années, après je sais pas, mais ça doit quand même être quelque chose de précieux aussi d'avoir l'impression d'avoir été compris. Enfin, quand il y a assez de sincérité et quand il y a cet écho, oui, pour peu qu'effectivement on ait un petit peu de temps pour le formuler, mais des fois ça peut même être au-delà de la parole aussi, ça peut se traduire peut-être dans des formes de silence, mais en tout cas voilà, quand on sent une sorte de communauté, d'écho, de vibration commune, quoi, Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le terme communauté. Je crois que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'admiration pour le grand homme ou la grande femme, le grand poète, pour utiliser un mot plus neutre, ça peut juste, c'est peut-être juste très, très banal. Mais quand on arrive vraiment à trouver auprès d'un écrivain ou d'une écrivaine à oui. quelque chose qui ressemble à son propre territoire, en tous les cas Mmh. de sensibilité, de pensée, de Mmh. vécu, Mmh. là, effectivement, il y a quelque chose Tout d'autre à fait, et tout à fait. il faut voir aujourd'hui, les fils devant certains auteurs où les gens Oui. disent: «Ah mais en fait, quand je vous ai lu, je me suis reconnu».
Ouais, En fait, c'est ça qui revient. C'est-à-dire que là, il y a cette communauté dont vous mmh, parlez. C'est-à-dire, on a vraiment mmh. on rentre chez soi. On rentre chez Tout à soi. fait. Mais je veux dire, c'est aussi, enfin agréable, c'est même pas le mot, mais c'est aussi important d'un côté comme de l'autre, du côté du lecteur que celui de l'auteur, j'imagine. Ce sentiment, voilà, d'avoir été compris en profondeur, ou même d'avoir touché, Ah oui, 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 d'avoir, ça, c'est voilà, sûr. Et alors après, mais c'est alors quelque chose comment. dont on se lasse. Alors ça il faudrait demander à des écrivains, d'aujourd'hui Oui. comment ils le prennent. Sur les exemples que j'ai moi, je crois qu'il y a tous les cas de figure. Il y a ceux qui sont quand Oui, même oui. terriblement flattés parce que ça fait toujours du bien. Mm. Tant que cette admiration n'est pas pesante, tant qu'elle Oui, n'est pas oui, qu'elle ça ne s'accompagne pas de demandes, parce que c'est aussi ça qui se passe, c'est oui. que même, certains qui vont devenir les grands écrivains Et qu'on voilà. connaît, parce que Ils nous ne on sont a pas des lecteurs comme les autres en même ils ne sont temps. pas des lecteurs comme des autres, mais parfois peuvent être aussi dans leur abord de Mm, l'écrivain auquel ils rendent visite, mm. avoir une idée derrière la tête. Et l'idée Voilà. derrière la tête, c'est, est-ce que vous pourriez m'aider à être publié? Est-ce que vous Mm, pourriez me lire? Est-ce que vous mm, pourriez, mm, être mm. là pour moi? Est-ce que vous pouvez être mon père ou ma mère? Enfin, Oui, voilà, oui, tant recherché. La méfiance n'est peut-être pas inutile, oui. de la part de l'écrivain. Peut Qui, être aussi, voilà, oui, il faut tout à fait. peut-être faire ses preuves avant d'aller plus loin, effectivement, quoi. Mais voilà, il y a bon, donc il y a ce type d'histoire-là, et parfois certaines sont très cocasses, quoi, parce que Oui, c'est un peu parfois c'est même ridicule, enfin, tout à fait. Drôle aussi, enfin, pas pour l'auteur, mais voilà, c'est ça, c'est notamment, enfin, là je m'éloigne un peu, mais bon, bref, c'est pas grave, de cette fameuse rencontre que vous décrivez, enfin, la plupart des rencontres, a priori, avec Samuel Beckett, oui. une espèce de mur comme ça. Alors, c'est Suzanne Sontag et je sais plus qui. Il y a William, Ginsberg. Burroughs et Ah oui, Ginsberg qui voyageaient souvent ensemble et qui ont aussi rendu visite à Céline à Paris, et donc ils ont ouais. voulu rendre visite à Beckett qui montait une pièce à Berlin, et Suzanne Sontag était avec eux, et ça doit être un échec cuisant pour des auteurs qui ont déjà un renom, en tous les cas une petite existence quand même à l'époque, et qui se retrouvent devant cet homme qui ne dit pas un mot, jamais. Enfin, il dit Et- oui, il opine, oui, c'est oui, ça. non, c'est tout. Et en même temps, c'est très Beckettien aussi, c'est Et en vrai. même temps, voilà, on l'attend pas non plus, et il Ah, se passe quelque chose. Alors bon, enfin, oui, il y a quand même un petit miracle voilà. dans cette rencontre, Un c'est qu'à moment de grâce, oui. un moment de grâce, puisque l'un d'entre eux lui demande s'il se souvient de chansons que chantait Joyce. Oui, Ça pouvait être tout à fait la question qui fâchait, parce que voilà. ramener Beckett toujours à sa relation avec Joyce, ça pouvait être agaçant. Sauf que tout d'un coup, cet homme qui est resté mutique pendant tout leur entretien, enfin, tout ça, ça se passe pas très pas pendant très longtemps, tout d'un coup se met à chanter lui-même une des chansons que chantait Joyce. Donc là, effectivement, c'est un petit Oui, oui, miracle. oui. C'est quelque chose qui n'arrive jamais, C'est et unique, oui. voilà, c'est unique, et que chacun remporte comme un trésor, un trésor merveilleux, quoi, absolu. Voilà, ouais, d'autant plus précieux s'il est sorti de la personne de Oui, oui, Beckett, qui est justement très mutique. oui, de quelqu'un Voilà, qui, voilà, oui, voilà, moi je me souviens d'avoir entendu des gens me dire qu'ils l'avaient croisé dans la rue dans les oui, années 80 à Paris, et personne n'aurait osé l'aborder, c'était pas oui, possible, c'était cette espèce de visage émacié, c'est ça, heu, oui, voilà, oui, qui ne oui, voulait pas être dérangé, point c'est barre, ça. enfin, Oui, c'était oui. voilà. Et alors, parmi bon, tous les intérêts de votre livre, donc, il y a aussi justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est à l'articulation bon, de l'histoire littéraire, de la vie littéraire, qui peut être parfois un peu anecdotique et qui est très plaisante aussi, puisqu'on apprend des choses et on rit, on peut être ému, comme on l'a vu aussi. Mais il y a aussi ce que vous ambitionnez, je crois, par moment, c'est aussi d'aller, peut-être à travers ce truchement biographique, ce qui est finalement une démarche de biographe, d'aller chercher, alors sans pour autant tomber dans l'écueil de confondre totalement le personnage social et l'écrivain, mais en tout cas, à travers certaines expériences, de trouver des hypothèses, de lever des pistes en fait d'interprétation qui n'avaient peut-être pas été encore formulées pour la plupart. Alors par exemple, je pense notamment à ce que vous racontez. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant aussi, c'est le double rapport, le triple même, entre Oscar Wilde, Bram Stoker et Walt Whitman, justement, dont on parlait Mmh. tout à l'heure, on y Mmh revient. mh.
parce que, alors déjà, il atteste une espèce de parallélisme un peu dans les destins de Wilde et de Stoker, qui est quand même, enfin, moi que je ne connaissais pas du tout, par exemple. Ah Qui est oui, intéressant. il faut juste ajouter que c'est l'auteur de Dracula, parce que c'est vrai quand Voilà, on dit pardon, Bram oui, oui. Stoker, voilà, non, pardon, mais c'est-à-dire Ah que non, voilà, Bram Stoker, c'est pas le nom qu'on retient immédiatement, tout à mais fait. on sait que c'est lui qui a écrit Oui, le fameux livre de Dracula. voilà. Voilà. Mm. Mais non, mais d'ailleurs, c'est un des intérêts justement du livre, c'est qu'on s'aperçoit qu'à l'époque, c'était une sommité, en fait, qui était couverte d'honneur et qui était reconnue aussi bien universitairement que littérairement. C'était même les critiques sur son livre. Alors, c'est peut-être des preuves d'amitié, je ne sais pas, mais je crois que c'est même Oscar Wilde qui dit que c'est un des plus beaux romans qu'il ait pu lire. Ah oui, 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 c'est-à-dire que lui, il l'a pas du tout vu comme un roman d'horreur Voilà, ou quoi que ce soit. genre, Il a trouvé il y a trouvé des vertus stylistiques, littéraires, voilà, etc. une dimension. Oui, voilà, cette dimension-là. Non, mais alors sur ces trois-là, oui, oui, ce sont des portes, enfin, que j'essaye d'entrouvrir effectivement Voilà, oui. sur des ambivalences et en tous les cas, oui, des rapprochements qu'on peut faire entre eux, ne serait-ce que sur le fait que, enfin, la manière dont ils ont chacun abordé leur œuvre, et mon Dieu, à quel point évidemment, elles sont très, très, très différentes, mais dans le fond, il y en avait un qui a toujours bon, on sait ce que ça lui a coûté, son homosexualité Ouais. à Wilde, puisque ça lui a valu la prison. Et donc, même si ces romans n'étaient relativement encore prudents, et j'essaie moi-même d'être prudent Oui, oui. avec le terme, Enfin, on oui. pouvait ne pas nécessairement vouloir lire tout de suite des histoires d'amour entre hommes. C'était sa vie, en fait, qui a causé, enfin sa vie flamboyante, qui a causé le problème. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de réfléchir à Dracula et de voir dans cette œuvre, en tous les cas, peut-être le cheminement de quelqu'un qui aussi avait une ambiguïté, en tous les cas, dans sa vie à lui, dans sa vie Oui, sexuelle à c'est ça. lui, et qui s'est posé des problèmes sur sa sexualité. Et il se trouve que alors que Bram Stoker a épousé la jeune fiancée qui était Voilà, promise la à plus Oscar belle Wilde, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de de chassés-croisés Dublin. entre eux, et tous les deux sont évidemment irlandais, ont fait des études dans la même université. Et voilà, et j'essaye de regarder ça de manière un petit peu différente. Et tous les deux révérends Walt Whitman, un grand poète américain, certes, mais qui était aussi une figure de l'homoérotisme de Oui, l'époque, oui, et qui faisait scandale dans l'Angleterre victorienne. Donc, voilà, voilà, c'est une manière c'est les mises en regard que vous faites, et une voilà. sorte de. Et puis là, c'est triangulaire, quoi. Trois personnes. C'est ces deux jeunes auteurs qui ont cette admiration commune pour un poète, grand poète américain, un amour commun. Finalement, ces deux destinées que vous croisez à travers justement le prétexte de la rencontre avec Walt Whitman, effectivement, ça ouvre des perspectives qui sont intéressantes. Oui, 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 auquel on pense peut-être, bon, on ne Oui, pense pas nécessairement, et c'est là, effectivement, où il y a toujours le regard biographique, mais avec une ouverture, enfin oui, voilà, oui. telle que vous l'avez décrite exactement. Voilà, voilà, voilà. Je ne dirais pas autrement. Et alors, c'est vrai que si on veut voir les choses un peu plus en creux, il y a aussi les rencontres qui ne se sont jamais faites. Ah oui, Voilà, il y a les aussi ratés. voilà, les ratés. Bon, des Exactement. fois, il vaut mieux avoir ce type de ratés plutôt que des fins de non-recevoir Ouais, peut-être cruelles et dévastatrices. c'est vrai. Et par exemple, alors, il y a un passage qui est très, très drôle, et puis, enfin très drôle, qui est cocasse, et qui permet peut-être un peu de parler aussi de littérature anglaise, anglo-saxonne. C'est ces deux auteurs, donc Kipling et Barrie ensuite, qui vont tenter de rencontrer Stevenson, mais un Stevenson qui s'est déjà exilé Oui, pour dans les les îles Palmiers. Samoa, oui, oui, c'est ça, Voilà. donc très, très, très au loin, exactement. Oui, oui. Et c'est Et impossible d'imaginer un voyage, enfin impossible si, voilà, puisque Kipling voyage partout, mais c'était compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. voilà. Et ce que j'ai trouvé drôle, en fait, ce que vous racontez très bien, c'est finalement la manière dont finalement c'est un peu au centre justement de votre travail, c'est dont la biographie, on a beau dire qu'il faut séparer biographie et littérature, mais il y a quand même une infusion de l'un par l'autre en permanence. Et ce qui est intéressant chez Stevenson, justement, avec ses tentatives avortées, parce que trop éloignées, trop compliquées, c'est la manière dont lui, Stevenson, va rédiger ses lettres de réponse, de demande d'invitation, et où finalement il va s'adresser, je crois que c'est à Kipling, comme s'il parlait à un de ses personnages, en fait.
Oui, c'est J'ai bien ça, compris. exactement. Oui, oui, c'est exactement ça. Et Euh, quand ils échangent tous les deux, il choisit un des personnages d'un des romans de Kipling qui a déjà publié, etc. Et Kipling le fait également en retour. Donc voilà. voilà, de temps en temps, il y a ces pistes-là qui reviennent et Ouais, qui brouillent en fait ouais. les deux, enfin la séparation nette entre l'homme et l'œuvre, etc. Et s'ils avaient pu se rencontrer, on imagine ce que ça aurait pu donner, évidemment. Et alors, une autre manière de voir les choses en creux aussi, c'est peut-être certains grands absents du livre. Par exemple, moi, je me suis posé la question de Proust, dont on imagine, alors peut-être que c'était trop monumental, peut-être qu'il n'y a pas tant de traces que ça, peut-être qu'il n'y avait pas de contemporains qui les admiraient au point de vouloir. Alors là, c'est non, non, c'est un, c'est un grand point d'interrogation Ah oui, pour moi oui. aussi. Non, non, j'avais prévu en fait quelque Hum, chose avec lui, évidemment, parce que j'avais trouvé une visite qu'avait faite Emmanuel Berle. oui, Mais je l'ai trouvé à la fin, je l'ai enlevé, je l'ai retiré parce que j'ai trouvé tellement anecdotique et je me oui, suis dit que c'est de ça aussi. réduire, voilà, cette visite, enfin Proust, Hum, dont on connaît l'œuvre, etc. Mais c'est pas pour dire que les autres, enfin, je veux dire, il y a des très très grands auteurs là aussi, mais je sais pas, je l'ai trouvé un peu faible. oui, Donc, oui, il n'y avait pas d'intérêt voilà. finalement déterminant. Et c'est ça, moi, enfin, j'étais toujours, qui m'a mue. Enfin, il fallait Hum, toujours hum, qu'il y ait la visite, ou la non-visite, ou la visite ratée, ou le désir de visite, enfin, en tous les hum, cas, existe. Et sinon, c'était pas possible. Et là, avec Berle, il y avait quelque chose qui commençait pas mal, il était, quand il était sur le front, Berle, il a eu une marraine de guerre à qui il a écrit en lui disant qu'il avait lu Les plaisirs et les jours de hum, Proust, qu'il avait trouvé ça formidable, ce qui est quand même pas le livre le plus hum, évident à lire sur le hum, front. Et ça avait été rapporté à Proust, qui a été émerveillé de se dire que hum. quelqu'un pouvait, avoir ce type de vécu effectivement. Et donc c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact. Et Berle après est venu lui rendre visite et donc il raconte effectivement la manière dont il, surprend. Il faut toujours revenir, non, à 23 heures, et puis non, 23 heures c'est trop tôt, et puis il faut revenir à 2 heures du matin, et cetera. D'accord. Bon, il y a quelques petites anecdotes comme ça, mais Mais il n'y avait rien de. Oui, voilà, voilà. non, j'ai pas su en tirer, en tous les cas, quelque chose Hum. Ben, c'est vrai que chaque vraiment. anecdote, alors ça c'est aussi vraiment ce qui fait le plaisir de la lecture, là je le dis vraiment de manière tout à fait sincère, hein, c'est que c'est vraiment un livre vraiment plaisant à lire. Donc il y a déjà ce sens de la narration, qui est du récit, qui est vraiment très, très bien mené, on s'ennuie jamais. Et il y a toutes ces anecdotes donc, qui sont riches et avec plusieurs facettes, plusieurs aspects. Mais toujours avec un appel vers plus de profondeur. Évidemment, ça ne se limite pas à Mmh. l'anecdotique. Et là, je repense à un autre exemple, c'est toujours dans le domaine anglo-saxon, qui est assez drôle aussi. Là, effectivement, c'était l'occasion à saisir. C'est ce rapport. Alors, on disait que Verlaine, chez les Français, avait été très sollicité. Chez les Anglais, il y a Dickens, qui est Ah vraiment oui, une figure là énorme. la star, la Et star alors, absolue, oui. voilà, et donc il y a plusieurs exemples, hein, je crois, de tentatives d'approche de Dickens, mais il y a notamment celle que vous racontez du point de vue d'Henry James, Mmh, mmh, un peu mmh le mh. Proust anglais. Exactement, oui, c'est Et, vrai. Oui, oui, et celle-là, elle est intéressante parce que, elle est très courte, mais oui, c'est Henry James, il commence à écrire à ce moment-là, il est en tant que critique, tout jeune, et oui. tout jeune, c'est ça, et il descend les derniers livres Hum, de hum, Dickens qu'il déteste et enfin, dont il souligne, enfin, le côté bâclé, enfin, il n'a que des mots absolument épouvantables à la bouche dans différents articles qu'il écrit. Et un jour, il se rend compte que Dickens revient en tournée aux États-Unis où il était déjà venu précédemment. Il revient, il se précipite pour aller l'écouter et il fait des pieds et des mains pour essayer de ça, l'entendre. Et de là, on manière se très demande, surprenante. de manière très cependant, on se dit: «Mais pourquoi et pourquoi?» Et parce que en fait, ça remonte effectivement à un souvenir d'enfance qu'il avait. Et Hum, quand il était tout petit, il avait grandi en entendant, David Copperfield qui lui était lu. Et en fait, là, ce n'est plus le jeune homme, et le hum, jeune esthète qui veut, entrer en littérature, qui s'exprime. C'est encore le petit garçon en lui, qui a envie d'exprimer cette émotion et d'approcher cet homme qui a enchanté, ses heures hum, voilà, d'enfance. Et bah, évidemment, ça peut pas se passer, formidablement, puisque s'il se présente, il sera pas bien reçu, donc il lui serre la main comme tant d'autres qui viennent lui serrer la main à l'occasion d'une soirée. Donc il y a une déception,
Mais en tous les cas, la confrontation de quelqu'un qui doit lui-même se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut effectivement avoir un côté froid comme ça pour la critique, et puis de temps en temps être juste laissé parler son émotion, quoi. Oui, oui, C'est oui, ça. oui, non, là pour le coup, ça apporte aussi vraiment une dimension nouvelle. C'est-à-dire, ce côté, c'est finalement la manière, on peut vouloir rencontrer un auteur, c'est l'objet du livre, mais on peut aussi se sentir trahi par lui. Ah oui, 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 c'est ça, et Voilà. se dire: «Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas», parce que c'est exactement ça, il n'a pas, Voilà. il reproche à Dickens de ne pas avoir su continuer dans la même veine, de s'être affadi, de refaire, mais en plus, quand on voit le nombre de livres, je vous avoue que je ne les ai pas comptés, que Dickens a publiés de son vivant, c'est inouï. Puis il y a tout ça à chaque fois avec des romans qui sont quand même assez importants, assez imposants en termes de taille. On peut imaginer qu'à un moment donné, mais comme pour beaucoup d'auteurs, peut-être que si la verve ne se tarit pas, peut-être l'inspiration, peut-être le Ouais. style, peut-être, Ouais, enfin bon, de toute façon, il avait le droit d'avoir son opinion, tout à fait. mais voilà, comment est-ce qu'on, Voilà. comment Ah, je est-ce vois que qu'on revient? Nathalie, Voilà, Nathalie revient. Nathalie veut nous rencontrer. Oui, Nathalie vous aime. oui, parce que Elle Catherine, vous a depuis que je vous ai admiré. lu, je vous admire beaucoup. Non, c'est vrai. Moi, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je voudrais juste rebondir sur, moi, sur l'introduction, parce que vous évoquez quelque chose qui est très intéressant. Vous dites qu'il y a un pouvoir d'attraction, le fait de rencontrer un auteur, et encore à l'heure actuelle, et surtout d'obtenir ce qu'on appelle, ce que vous nommez trophée, c'est-à-dire Oui. l'autographe, la signature d'un livre. Ouais. Est-ce que vous pensez que, à l'époque de tous les auteurs dont vous avez décrit les rencontres, pour eux, c'était d'avoir un trophée, d'avoir une signature, ou c'était plutôt la rencontre? Est-ce qu'ils en avaient rien à faire d'avoir un petit gris-gris sur leur... Oui, hein, j'imagine. Oui, je crois que c'était plus la rencontre parce qu'ils ont, en général, ils ont déjà des ambitions très, très, très nettes en tant d'auteur en tant que même. Donc, le trophée, ça serait pas la signature, ça serait le fait d'avoir été reconnu. Ça, c'est le fait d'avoir été regardé vraiment en tant que potentiel auteur ou potentiel Oui. suiveur, potentiel fils spirituel ou fille spirituelle ou quoi que ce soit. Et je sais pas, à vrai dire, je vois pas d'exemple réel de cette époque où, c'est pas, ils ont nécessairement des lettres, puisqu'en général, ils écrivent et souvent ils obtiennent des réponses. Donc là, il y a déjà oui, cet autographe-là qui existe, mais c'est pas ça qui est important pour eux. Ils sont bouillants, ils sont piaffants, ils veulent ils veulent être devant la personne. Mais aussi, bon, moi, c'est vrai que je remonte à des époques, enfin, je vais jusqu'à des auteurs du XXe siècle, mais Oui. C'est ça que je voulais dire aussi. Oui. voilà, c'est ça. On n'est pas dans les périodes aussi où On est aujourd'hui, resté. Oui. voilà, où on voit les gens beaucoup plus facilement dans la rue parce qu'on se déplace, parce qu'on les voit à la télé, parce qu'on les voit sur le net, parce que, etc. À l'époque, pour certains, il fallait vraiment accomplir des grands voyages, où il fallait, vous parliez de Kipling tout à l'heure, il a traversé quand même tous les États-Unis pour rendre visite à Mark Twain. Là, il y a quand même des recherches admiratives. Oui, c'est de l'ordre du pèlerinage, là, vraiment. Voilà, voilà, dans l'expression, mais oui, oui, et là, l'époque d'aujourd'hui, elle est peut-être, elle se satisfait peut-être plus de la, oui, peut-être que de ce symbole-là, en fait, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est agréable d'avoir un livre qui est paraphé par un auteur. C'est très agréable. Moi, j'en ai, j'en ai quelques-uns moi-même. J'y tiens beaucoup parce que c'est effectivement, c'est surtout sur des auteurs peut-être plus anciens, parce que c'est une trace et on a besoin de traces. On a besoin Est-ce que ça change la dimension d'un livre, de l'objet livre, d'avoir en plus, croyez-vous que ça change quelque chose? Parce que la notion de trophée que vous évoquez, c'est un petit peu ça. Parce que quand on voit aujourd'hui des réseaux sociaux, alors je sais que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais de non. plus en plus, on voit les gens photographier, montrer, j'ai le livre avec la dédicace, que je trouve absolument indélicat, parce que parfois, il y a des messages personnels. Tout à fait, Mais Voilà. oui. c'est vrai, mais C'est c'est vrai que vrai. la notion de trophée, elle est assez intéressante quand vous Mais il y a l'évoquez. quelque chose de très bizarre, moi ça je le vois parfois quand je suis en signature, c'est qu'effectivement on met un mot à quelqu'un avec lequel souvent il y a eu un échange. Et donc d'abord le mot, il concerne l'échange, il peut être personnel parce que je pense qu'évidemment il y a des auteurs qui doivent écrire quand ils doivent signer à toute vitesse avec des queues épouvantables, etc. Ils doivent peut-être écrire toujours la même chose, mais on essaie d'écrire quelque chose d'un peu personnel. Et moi je suis toujours un peu surprise de voir ils ont à peine le livre entre les mains qu'ils l'ouvrent devant vous tout de suite pour voir ce que vous avez écrit. C'est même gênant parce que moi, je me dis que dans ce cas-là, j'emmènerai le livre avec moi pour regarder plus tard et me dire: Bah «Ah oui. voilà, c'est le petit trophée, il est à moi et
j'ai pas envie de le… C'est quelque chose de Oui, personnel qu'on a envie de garder tout à pour fait. soi, quoi. Voilà, Il y a une question de Claude qui rejoint ce qui m'a fait penser quand j'ai lu votre livre. Quelle est votre opinion sur les salons du livre où l'on rencontre des auteurs que personnellement j'apprécie beaucoup? Qu'est-ce que vous pensez des salons du livre où on signe Ah, moi, je trouve ça formidable parce qu'on a quand même des rencontres qui sont possibles avec beaucoup d'auteurs. Alors après, il y a et puis en plus, c'est la diversité que je trouve très bien moi, dans les salons où moi-même je trouve qu'on peut rencontrer des gens qui font des plaquettes de poésie, des gens qui ont des essais très très sérieux sur la politique, et puis des auteurs peut-être forcément connus pour certains, d'autres moins, et que c'est l'occasion de… Et je vois d'ailleurs les gens assez précis qui se font, on donne, souvent pour les salons, on prépare des sortes de petits livrets avec la photo de l'auteur, un mot sur les livres, etc. Et je vois souvent, moi, les gens qui notent, qui font des croix en disant vous, j'ai mis une croix parce que je voulais venir vous voir et vous parler de telle et telle chose. Ben, c'est formidable, ça. Donc, moi, j'en pense que du bien des salons. Après, il faut que ça reste à taille humaine. Il ne faut pas effectivement, parfois, il y a un brouhaha de dingue où on ne s'entend pas parce qu'on est obligé. Puis alors maintenant, bon, là, le dernier où j'étais, on était obligé de porter un masque encore. C'était pas terrible non plus parce que Alors il faut justement, arriver à s'entendre, quoi. quand j'ai lu votre essai, je me suis dit, mon Dieu, si on avait sous une tente tous ces auteurs dont elle vient de parler, on serait bien embêté d'aller voir qui on irait voir. Moi, je sais personnellement qui c'est que j'irais voir. Et d'ailleurs, je vous ai surprise quand je vous ai dit. Vous m'avez surprise, exactement. Alors, vous allez le dire, Ah, mais dites-nous, vous-même. oui, Nathalie, nous voulons savoir. Moi, je suis allée voir l'auteur de. Allez, on va voir si Hugues est. Du Dernier des Mohicans et de Ivanhoe. C'est le premier que j'ai lu parce que c'est celui qui m'a intéressé, qui me parle le plus. Et après, effectivement, je suis allée voir Kipling aussi parce que Ah, ce sont oui, des œuvres, moi, qui étaient. Voilà. Donc, j'ai surpris Catherine Sauvin en disant que j'avais Oui, d'accord. Oui, commencé oui, par. oui. oui, Oui, j'étais pas… la belle littérature d'histoire, enfin Oui, roman historique, voilà, c'est absolument, quoi, ça. de l'époque. Walter Walter Scott. Scott. Voilà. Elinor Oui, Cooper et Walter Scott oui, pour oui, bah, les nommer. c'est vrai que c'est. Alors, il y a beaucoup de questions, Catherine, sur votre travail. Alors, on va les Oui, regrouper parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont posé. Combien de temps ça a ouais. représenté la partie recherche et comment vous avez procédé pour faire ces recherches et après la partie écriture? Est-ce que bon, j'imagine que ça a été beaucoup plus court la partie écriture, mais comment vous Oui, êtes oui, oui. organisé? J'ai fait mes recherches, ça fait ce livre, quand j'ai signé, quand j'ai commencé à me mettre d'accord avec mon éditrice, chez Fayard, ça remonte déjà, je crois, à 4 ans. Et j'ai fait des recherches longtemps, mais comme ça, de temps en temps, c'est-à-dire pas en continu, hein, à chaque fois. Puis, parfois, je retrouvais encore des nouveaux parce que vous savez, c'est la métaphore du fil de tout à l'heure, c'est-à-dire on en tire un, on en tire un autre, puis là. Donc ça, les Oui. recherches, elles se sont vraiment, oui, sur quelques années de recherche, en constituant des dossiers, sur mon ordinateur à chaque fois avec un nom, et cetera, en voyant si c'était viable. Parfois, j'ai eu des auteurs sur lesquels je suis restée longtemps coincée, puis ça a moyennement marché, comme j'ai dit, comme j'ai raconté tout à l'heure. Puis la période d'écriture, elle a été, il fallait que je trouve ce qui était compliqué pour moi, c'était de trouver une forme quand même, parce qu'au départ, j'avais le désir, je voulais les lier. Faire des espèces de liens, ça marchait moyennement, c'était un peu téléphoné, il fallait trouver quelque chose qui fasse qu'on ne soit pas lassé d'une histoire à une autre, si possible. Et donc, il a fallu les reprendre pas mal et ça, oui, oui, il y a, je sais pas, peut-être aussi là, du premier confinement jusqu'au dernier, enfin les confinements m'ont servi à Bon, la à beaucoup parité n'est pas travailler très là-dessus, ouais. respectée, Catherine, quand même. La parité n'y est pas Non, beaucoup, quand même. je Hein. sais et je le regrette et en tant qu'autrice, auteure, je le regrette vivement, mais c'est parce que alors si j'avais fait un livre sur les auteurs d'aujourd'hui, les auteuses d'aujourd'hui, la parité serait absolument là et avec un grand plaisir. C'était pas ma démarche parce que pour ça, ça serait plus ou ça pourrait être peut-être un tome 2 parce que Oui, là, c'est on ce que est j'allais dire. plus voilà, on serait plus dans le reportage là. C'est-à-dire que là, il faut vraiment aller voir des gens, avoir des confidences et cetera. Moi, je me suis basée, alors pour revenir même à la question de tout à l'heure, il a fallu que je relise, j'étais chercher ça dans les correspondances, dans les journaux, et parfois vérifier s'il y avait quelque chose dans les romans qui attestait, enfin bon voilà. Et puis parfois j'avais beaucoup de choses sur l'un et pas sur l'autre, mais en même temps, c'était aussi révélateur. Donc, donc les femmes, pour y revenir, elles sont moins présentes à cette époque-là. J'en ai quelques-unes, quand même, Suzanne Oui, 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 oui. Sontag, Rachilde, Anna de voilà, Noailles. Anna de Ouais, Noailles, etc. Mais bon, Un très beau moment entre ouais, Anna de Noailles et Pierre Loti. ouais, oui, ouais, ouais. c'est un C'est la jeune. rencontre qui n'aurait pu ne pas avoir lieu, mais qui a quand même lieu et Oui, 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 c'est tout puis à tout.
qui s'infiltre dans la littérature aussi. Et oui, oui, Et pour les exactement. choix, vous avez fait comment? Vous êtes dit, vous êtes tenu à une liste. Comment vous avez choisi ces auteurs? Bah, alors, c'était vraiment j'étais toujours sur sur mon histoire de visite. Il fallait qu'il y ait quelque chose à raconter et qui tienne quand même. C'est-à-dire que l'anecdote ne soit pas juste, bon, il a frappé, il a envoyé une lettre, il a frappé, il ou elle a frappé, ils sont vus, merci, au revoir. Là, je peux pas, voilà, je pouvais pas en faire grand-chose. Donc, ça a été je me suis fait des listes et des listes et des listes. J'ai été chercher. Parfois, je me disais: «Oh là, j'ai une pépite, c'est formidable, je suis contente». Puis parfois, la pépite, elle était pas si terrible que ça parce que, il y a aussi une histoire, j'avais tellement envie de raconter et à la fin, c'était autour de Blaise Cendrars, dont il est aussi question là avec Henri Miller. Mais, celle-là, je l'ai enlevée, une autre avec lui, je l'ai enlevée parce que je crois que c'était un mensonge du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il raconte, comme beaucoup d'auteurs racontent ce qu'ils veulent de toute façon, mais celui-là, il était très flagrant, quoi. C'est-à-dire, et là, je me Fake suis dit: news. «Bon, vraiment la fake news», voilà, ouais, le truc, qu'il a l'exagération absolue et cetera. Donc voilà, parfois j'ai eu des pudeurs où je me Ouais. suis dit: «Non, je peux peut-être quand même pas aller, là» ou quoi que ce soit. Donc bon voilà, c'est un espèce de dosage un peu savant comme ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup, c'est de la recherche et après on espère que la recherche elle est pas trop, enfin il faut que ça, c'est comme le sel et le poivre, hein, il faut que ça se dilue parce que sinon c'est Ah non, pesant. non, la lecture est totalement fluide. Agréable. Ouais, ouais. Ce Il y a qui est un très, équilibre vraiment entre érudition et j'aime narration, vu, ce sont anecdote. les chapeaux. Les chapeaux, je ne sais pas si on peut dire les sous-titres, Oui. à chaque fois. Ça, j'imagine que ça a été un travail aussi, parce que je trouve que c'était toujours très juste. Ouais. Ça a toujours relevé quelque chose qui est à l'intérieur, qu'on retrouve après. Ça a été compliqué, ça aussi, de Ça, penser. non, c'est ce qui s'est imposé tout de suite. Je sais pas, j'ai eu cette idée qui était une évidence de chercher à chaque fois une citation de ces auteurs dans les visites et bah, il fallait les trouver pour qu'elles soient effectivement pertinentes. Donc, ce que j'ai réussi à faire à aller 95%, parce que j'en ai une ou Ils deux sont qui sont réussis, hein. pas, Ils ouais, sont ouais. réussis. Moi, surtout le mien, les deux lions à Paris, je trouve Ah, que c'était vraiment réussi. Alors, Laurent, lui, il a une question par rapport à. Vous allez voir. Est-ce que c'est l'admiration qu'on porte aux écrivains qui fait le succès de ces romans où le héros est un écrivain, justement? ça, c'est très intéressant. Bah, c'est une vraie question et alors là, je ne suis pas sûre d'avoir une réponse, immédiate, mais c'est certainement une piste qui est intéressante parce que, c'est vrai qu'on aime bien on aime bien les mises en abîme, en fait. On aime bien, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on aime bien se retrouver. On cherche, moi je crois, hein, je crois en tous les cas, moi c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est, à un moment donné, il y a quand ça me fait décoller, parce que parfois on peut aimer, on peut lire avec un crayon et se dire: «Ah c'est formidable, tout ça est formidablement intelligent», mais je suis un peu, j'ai du mal ou je reste derrière la porte ou quoi que ce soit. Mais quand tout d'un coup les cordes vibrent, c'est extraordinaire. Donc effectivement, quand on se reconnaît au travers d'un personnage qui est, mais c'est vrai d'ailleurs pour le cinéma quand j'ai réfléchi, parce qu'il y a beaucoup de personnages d'écrivains qui sont utilisés dans le cinéma toujours. Ça fascine l'écrivain, hein, donc Mais, celui qui triche, celui qui a pas écrit son propre livre, bah, comme oui, c'est pour vrai. Ouais. certains polars ou quoi que ce soit, ou celui qui est, un vieil homme qui va, bon moi j'adorais ce film d'Alain Resnais qui s'appelle, En Providence. Alors là, on monte évidemment à très, très loin, mais c'est l'histoire d'un écrivain qui pense mourir dans son lit et qui mélange la fiction et la réalité. C'est sublimement dépeint dans ce film. Mais c'était une question, en tous les cas, qui mériterait beaucoup plus de réflexion que celle que je peux apporter là, parce elle va loin. Là, je crois qu'en 2 minutes, j'aurais du mal. Mmh. Mais je trouve que cette question, enfin, je peux me permettre parce que là, on Oui. s'approche Oui, de la fin, elle rejoint justement une question qu'on a un peu évoquée là en filigrane, euh, celle un peu justement du statut de l'écrivain avec la dimension sacrée. Ce qui fait que voilà, cette visite est un rituel initiatique, le plus souvent, ou contre-initiatique quand ça se passe mal. Mais alors justement, c'est quelque chose qui m'a étonné dans votre introduction, mais je pense parce qu'il faut juste s'entendre sur les mots. Alors, je ne sais plus de quel épisode vous le datez, mais c'est à la fin du 18e, aussi 19e, quand vous parlez de la perte justement du statut sacral par l'écrivain.
Dans l'introduction, vous parlez de ça, je ne sais plus. Oui, oui, bah, c'est à partir du 19e, en fait, quand on a commencé à publier le plus de romans, avec toutes Oui. les apparitions des feuilletons, en fait. C'est-à-dire quand on voit les auteurs, et on connaît tous les succès bah, par exemple, Victor Hugo, dont on parlait tout à l'heure, quand il publie Les Misérables, mais les gens n'auraient raté pour rien au monde l'apparition de nouveaux feuilletons avec Cosette, Fantine, etc. Oui, etc. oui, oui, oui. Et ça, là, il y a quelque chose de la sacralisation de l'écrivain qui commence un petit peu à la fois qui augmente et à la fois qui devient Ouais, plus ouais, commune. ouais. Donc, Mais moi, alors justement, je trouve qu'elle se déplace, la elle se sacralisation. déplace, Voilà, exactement. c'est plutôt ça. Elle se Parce que déplace. peut-être ce que effectivement l'écrivain avait de rareté ou de, vous voyez, de singularité, voilà, D'inaccessible, exactement. d'inaccessible, tout Voilà, à c'est fait, ça. Ouais, ouais. il le regagne aussi dans un statut qui est peut-être finalement encore plus sacré. Comme vous savez, c'est Paul Bénichou, je crois, qui parle du temps des mages, du temps des prophètes, et où on a des figures, alors c'est plus du côté de la poésie, mais qui deviennent un peu intermédiaires presque entre l'homme et les dieux. Des figures de messagers, d'Orphée, de voyants, comme Rimbaud. Ah, mais Et je crois absolument. que cette dimension-là, et c'est pour ça que même dans le roman, souvent l'écrivain, il est un peu vu justement, alors des fois c'est sous la forme de l'enquêteur par exemple, mais comme celui qui va avoir quelque chose en plus, l'intuition, c'est pas forcément du côté de sa part créative, mais plutôt de sa part perceptive, en Oui, tant oui, que comme un quelqu'un. prophète même, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du Oui, prophète, celui qui sait, voilà, oui, tout à fait. c'est lui qui Mm. peut guider. Mais je trouve que dans tous les temps troublés qu'on a traversés récemment, j'ai l'impression, moi, enfin, Mm. de ce que je vois autour de moi, j'ai l'impression que les gens ont eu envie de relire plus, et enfin, Nathalie, vous nous le confirmerez sans doute, Oui. et d'aller peut-être trouver enfin, d'essayer, on ne trouve pas, on ne trouve jamais, mais en tous les cas, de voir dans le livre des réponses possibles à des questions qu'on a peut-être oublié à un moment donné dans perdu, enfin plongé dans la vie comme ça peut être. Et quand à un moment donné, des questions finalement assez essentielles se rappellent à nous, de l'ordre de la maladie, de l'ordre Mm. voilà, de ce genre de choses, on a besoin d'avoir des réponses. Et il y a certainement des figures dont on se pressent en tous les cas qu'elles détiennent des réponses. Et on Ouais. voit bien la figure de certains intellectuels aujourd'hui qui interviennent pour un oui, pour un non, sur l'actualité, etc. Et souvent Mm. d'ailleurs avec des choses très, très pertinentes, hein, Catherine, justement, je vais rebondir sur les besoins de lecture. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil de lecture? Alors moi j'en ai 2 à vous donner, Oui, parce que allez. évidemment comme vous voyez, c'est un bouquin, il y en a 50 auteurs, j'en ai 2. J'en ai un vieux et j'en ai un nouveau. Alors le Oui. vieux, puisqu'on Ça ne est se dans la périme période, pas. Ça ne hein? se périme pas un livre, hein, Catherine. Oui, Il non, est oui, pas ça ne se vieux. périme pas. Non, j'ai un petit bijou, j'ai un petit Oui. bonbon, que c'est un truc que j'adore. Alors évidemment, c'est un Autrichien, c'est Thomas Bernhard et ça Ah oui. s'appelle Mépris littéraire. Et ça, c'est tout petit. En Ah oui. fait, ce sont les discours qu'il a donnés Oui. quand il a reçu ces différents prix littéraires. Et si vous voulez trouver quelque chose de féroce dans l'écriture, parce qu'évidemment, il dit des choses absolument ignominieuses pour les gens. Non seulement il se fait décerner des prix, mais il n'est pas franchement reconnaissant. Donc, sur la vanité de ce que se représente ce monde-là et sur la manière enfin, dont il les reçoit et sur l'humour dont il fait preuve, etc. Donc, on peut vraiment lire ça. C'est vraiment un petit bijou. Et puis là, j'ai lu ça récemment, et c'est une autrice que j'aime beaucoup, là, enfin une femme. Elle est américaine, elle s'appelle Elizabeth Strout, et il y a eu en fait une série d'ailleurs qui a été tirée d'un de ses livres qui s'appelle Olive Kittredge, et ça c'est le nouveau qui s'appelle Olive enfin. Et ce que j'aime chez elle, c'est que ce sont en fait des romans qui suivent, mais qui sont écrits comme des nouvelles. Et j'adore la manière dont elle arrive à entrelacer, à faire en sorte que, parce qu'il y a toujours un personnage principal qui s'appelle donc Olive, puisque c'est le prénom d'une femme, et comment elle entrelace ces récits. Et tout ça, et avec cette attention aux détails, les petits détails comme ça de la vie quotidienne, puisque c'est l'histoire d'une femme dans une ville du Maine aux États-Unis, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de flamboyant, et c'est touchant, c'est formidable. Elle s'appelle donc Elizabeth Strout. Voilà, je le Je prononce. remettrai les références sous la Voilà, vidéo. et c'est Olive Enfant. Voilà. Ça Parfait. vient Donc, ça moi, vient de alors, ça. moi, mon conseil, c'est aller en librairie chercher le livre de Catherine Sauva, Depuis que je vous ai lu, je vous admire, qui est sorti chez Fayard. Pour nos amis bourguignons qui nous regardent peut-être, vous aurez l'occasion d'aller voir Catherine qui sera au salon Livre en Vigne au Clos Vougeot ce week-end. Donc, je vous engage à aller
aller à sa rencontre, lui demander un petit mot. Voilà, ce sera votre trophée personnel. En tout cas, allez en librairie, allez lire ce magnifique essai. On croise les doigts pour le prix Renaudot. Le On vous Renaudot. souhaite plein de choses. Merci Hugues d'avoir été là, d'avoir Merci mille fois. Non, mais très réciproquement, le plaisir fut pour moi. Et nous, on se retrouvera lundi à 19h où on aura un plateau où on recevra Xavier Le Pérou pour Dans les oiseaux qui est sorti aux éditions Anne Carrière et Jean-Baptiste de Froment pour, alors je vais essayer de ne pas l'écorcher, Badroul Boudour qui est sorti aux Forges de Vulcain. Voilà, ce sont 2 livres qui rendent hommage à des œuvres existantes. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, depuis que je vous admire, aux éditions Au revoir Hugues, au revoir Nathalie, mille merci encore. Bonne soirée à vous. Merci.